braves gens. Et surtout, du coup, brave rediff, bonsoir et bienvenue dans Horrifiques Histoires. Ce soir, dans Horrifiques Histoires, l'île des tortionnaires, une nouvelle dark fantasy de Clark Ashton Smith. Braves gens, bonne écoute. Entre le départ et le retour du soleil, la mort argentée s'était abattue sur le Yoros. Sa venue avait cependant été annoncée par de nombreuses prophéties, issues du fond des âges plus récentes. Les astrologues avaient affirmé que ce mal mystérieux, jusqu'ici inconnu sur Terre, descendrait du grand astre Achenar, qui présidait de son œil torve aux destinées des régions situées au sud de Zotique. Après avoir frappé une multitude d'hommes de sa blancheur pâle et métallique, l'épidémie continuerait à s'étendre dans l'espace et dans le temps, portée vers d'autres mondes par les courants aériens de l'éther. Terrible était la mort argentée. Nul ne connaissait la manière dont elle se transmettait, ni comment la soigner. Rapide comme le vent du désert, elle entra dans le Yoros depuis le royaume dévasté de Tassoun, rattrapant dans leur course nocturne les messagers mêmes qui tentaient d'alerter la population de sa proximité. Ce qu'elle frappait éprouvait une raideur instantanée, un froid glacial semblable au souffle échappé d'un gouffre lointain. En quelques minutes seulement, leurs visages et leurs corps blanchissaient étrangement, brillaient d'un faible lustre, puis se rigidifiaient tels de vieux cadavres. Dans les rues de Silpone et de Siloar, comme à Farad, la capitale du Yoros, l'épidémie circula d'hôte en hôte, terrible lumière scintillant sous les lampes dorées. Les victimes s'effondraient à l'endroit où elles étaient frappées, baignées de cette lueur mortelle. Les cortèges bruyants et agités du carnaval s'immobilisèrent à son passage, et les fêtards furent pétrifiés en pleine liesse. Dans les riches demeures, les noceurs empourprés par le vin blêmirent au milieu de leurs banquets chamarrés, engoncés dans leurs sièges, tenant toujours une coupe à moitié vide entre leurs doigts raidis.
Les marchands gisaient dans leur arrière-boutique, près des piles de pièces qu'ils avaient commencé à compter, quand les voleurs, entrés par la suite, furent incapables de repartir avec leur butin. Les fossoyeurs succombèrent dans les tombes qu'ils étaient en train de creuser. Mais personne ne vint réclamer les places qu'ils s'étaient octroyées. Fulbra avait passé la première nuit de l'épidémie dans une des hautes tours de son palais. Un observatoire fort bien fourni en matériel astronomique. Un poids immense pesait sur sa poitrine. Un désespoir opiacé émoussait ses pensées. Et pourtant, le sommeil fuyait ses paupières. Il connaissait les nombreux présages qui avaient annoncé la mort argentée et avait lu son arrivée imminente dans les astres, avec l'aide d'un vieil astrologue et sorcier nommé Vemdise. Ils avaient négligé de rendre la nouvelle publique, sachant pertinemment que le sort du Yoros était scellé depuis toujours par la destinée infinie. Nul homme ne pouvait échapper à la malédiction, à moins qu'une autre mort ne lui eût été réservée par les cieux. Bonsoir Cliffhanger, et bienvenue à toi Éthéride heureuse. Vous arrivez relativement au début de l'histoire, GG. J'espère que ton live s'est bien passé. Et des soupis. Si quelqu'un veut résumer la première page, faites-vous plaisir. Vemdise avait dressé l'horoscope de Fulbra. Si son expertise achoppait sur quelques points ambigus, il avait néanmoins clairement établi que le roi ne périrait pas dans le Yoros. Le lieu et la cause de son décès restaient pour leur part incertains. Merci Amaury. Cependant, Vemdise, qui avait servi Altat, le père de Fulbra, et n'était pas moins dévoué au nouveau régent, avait façonné magiquement un anneau enchanté, destiné à protéger en tout temps et en tout lieu le roi de la mort argentée. Faite d'un étrange métal rouge, plus sombre que le cuivre ou le vermeil, la bague était sertie d'une gemme noire, oblongue, inconnue des lapidaires de ce monde, qui dégageait en permanence un arôme puissant. Le sorcier avait prévenu le souverain qu'il ne devait jamais la retirer de son majeur, pas même dans les régions éloignées du Yoros ou dans celles que la mort avait déjà traversées. Une fois exposé à son souffle, Fulbra garderait à jamais dans sa chair cette subtile contagion. Et s'il ôtait le bijou, elle le frapperait alors avec sa virulence habituelle. Mais Vemdise n'avait pas dévoilé l'origine du métal rouge, ni de la pierre sombre. Pas plus que le prix payé
pour cette magie protectrice. Le cœur triste, Fulbra avait accepté et enfilé l'anneau, qu'il portait ainsi le soir où la mort argentée passa sur lui sans le toucher. Tandis qu'il attendait avec angoisse dans sa tour, observant les lumières dorées de Farad plutôt que les étoiles blanches et implacables, il fut cependant parcouru par un frisson glacé, étranger à cette nuit d'été. Au même moment, les bruits joyeux de la ville cessèrent. Les gémissements des luttes faiblirent mystérieusement avant de mourir. Le silence s'insinua dans le carnaval. Des lampes s'éteignirent que personne ne ralluma. Dans le palais. Ah, Mauvais bouton. Échec. Dans le palais, sous ses pieds, régnait la même quiétude. Les rires de sa cour et de ses chambellans s'étaient évanouis. Et Vemdise ne vint pas, comme à son habitude, le retrouver à minuit au sommet de la tour. Fulbra sut alors son royaume perdu. Au chagrin qu'il éprouvait depuis la mort du noble Altate, s'ajouta une peine immense pour son peuple défunt. Les heures passèrent. Il resta immobile, trop triste pour pleurer. Les étoiles changèrent au-dessus de lui. Achenar brillait sans répit d'un éclat aveuglant, œil cruel d'un démon moqueur. Le parfum capiteux de l'anneau à la pierre noire monta aux narines de Fulbra, qui manqua de suffoquer. L'idée d'ôter la bague pour partager le sort de son peuple le traversa. Écrasé par le désespoir, il n'en eut même pas la force. L'aube finit par poindre lentement, dans des ciels aussi pâles que la mort argentée, alors qu'il se trouvait toujours au sommet de la tour. Le roi Fulbra se leva et descendit les marches de porphyre en colimaçon menant au palais. À mi-chemin, il trouva le cadavre de Vemdise, qui avait succombé en tentant de rejoindre son maître. Le visage ridé du vieux sorcier ressemblait à du métal poli, plus blanc que sa barbe et ses cheveux. Ses yeux, ouverts, jadis aussi sombres que le saphir,
semblait recouvert de givre. Alors, accablé par la perte de celui qu'il avait aimé comme un père, le roi reprit sa lente descente. Dans les chambres et les salles en contrebas, il trouva les corps de ses courtisans, de ses serviteurs et de ses gardes. Nul n'avait survécu, hormis 3 esclaves qui gardaient les cryptes profondes et leurs portes d'un verre cuivré, loin sous le palais. Fulbra songea au conseil de Vendiz, qu'il avait enjoint à quitter le Yoros pour trouver refuge à Sintrom, une île du sud inféodée au souverain du Yoros. Et, bien que n'ayant le cœur ni à cela, ni à nulle autre tâche, Fulbra demanda aux esclaves restants de rassembler assez de nourriture et de provisions pour un long voyage, puis de les charger à bord d'une barge royale faite d'ébène et amarrée au portique du palais sur la rivière Voum. Il embarqua en compagnie des 3 hommes, prit la barre, puis leur ordonna de lever l'ample voile ambré. Après avoir longé la majestueuse Farhad, dont les rues débordaient de morts argentés, ils naviguèrent sur l'estuaire couleur jaspe de la Voum, qui s'élargissait jusqu'au golfe amarante de la mer Indaskienne. Une brise favorable les portait, en provenance du nord, du Tassun et du Yoros, contrées désolées que l'épidémie avait balayées durant la nuit. Autour d'eux, sur la rivière, de nombreux vaisseaux dérivaient vers le large, leurs équipages et leurs capitaines ayant tous succombé au fléau. Farhad était aussi silencieuse qu'une nécropole des temps anciens. Aucun mouvement n'agitait les rives de l'estuaire, à l'exception des feuilles de palme pennées en forme d'éventail qui ondulaient en direction du sud dans le vent fraîchissant. Bientôt, la côte verdoyante du Yoros s'estompa, perdue entre le bleu des vagues et les mirages lointains. Les flots tranquilles, à l'écume mousseuse et sirupeuse, emplis d'étranges murmures, de légendes incertaines et de présences exotiques, entouraient maintenant les voyageurs sous le haut soleil d'été. Mais ni les voix enchantées de la mer, ni la langueur de sons imperceptibles balancent... Oui, j'ai lu de la merde. Ça, c'est quand vous comprenez pas la phrase que vous êtes en train de dire. Faites pas gaffe. Désolé pour cette interruption. Mais ni les voix enchantées de la mer,
ni la langueur de son imperceptible balancement ne parvenaient à atténuer le chagrin de Fulbra. Dans son cœur subsistait un profond désespoir, aussi noir que la gemme sertie dans la bague rouge du sorcier. Néanmoins, il tint la barre de l'embarcation d'ébène et se dirigea vers Sintrom, aussi précisément que le soleil le lui permettait. Le vent favorable gonflait la voile ambrée. La barge vogua à bonne vitesse toute la journée, fendant les eaux amarantes de sa proue sombre que surplombait la silhouette sculptée d'une déesse. Quand vinrent la nuit et ses étoiles australes familières, Fulbra put corriger les erreurs qu'il avait commises en estimant son cap. Pendant plusieurs jours, ils filèrent vers le sud. La course du soleil s'abaissa légèrement derrière eux. De nouveaux astres apparurent le soir autour de la figure de proue. Au cours de sa jeunesse, Fulbra avait navigué en compagnie de son père, Altat, jusqu'à Sintrom, et pensait apercevoir avant longtemps les camphriers et les santales dressés au-dessus des flots vineux. Mais son cœur ne connaissait plus la joie. Et, tandis qu'il se remémorait ce voyage, ses yeux s'emplirent bien souvent de larmes. Et bonne nuit Anchiax, et merci beaucoup d'avoir été là. À très bientôt. Soudain. Oui, bien sûr. Soudain, alors que le soleil était à son zénith, le vent tomba. Autour de la barge, l'eau glacée vira au pourpre. Le ciel se changea en un dôme de cuivre martelé, formant une voûte basse. Comme par sorcellerie, une nuit prématurée vint l'assombrir, et une tempête se leva, semblable au souffle de puissants démons, qui divisa la mer en crêtes immenses et en profondes vallées. Le mât d'ébène se rompit à la façon d'un roseau dans le vent. La voile se déchira. L'embarcation, ballottée par les flots, plongeait dans les creux obscurs avant d'être tirée à travers les rideaux d'une écume sans jour, vers les sommets vertigineux des lames bouillonnantes. Fulbra s'agrippa à la barre inutile, et les esclaves, à sa demande, s'abritèrent dans la cabine avant. Pendant des heures interminables, ils voguèrent à la merci de l'ouragan déchaîné.
Dans la pénombre croissante, Fulbra, qui ne distinguait plus que la crête pâle des vagues au-dessus de lui, ne pouvait plus discerner le cap qu'il suivait. Alors, dans cet effroyable crépuscule, il aperçut par intermittence un autre bateau dérivant sur les eaux tumultueuses, non loin de sa propre barge. Il ressemblait à l'une de ces galères que les marchands utilisaient pour échanger encens, plumes et vermillon entre les îles du Sud. Cependant, ses rames étaient pour la plupart brisées et son mât, comme sa voile, gisait sur sa proue. Pendant un moment, les deux embarcations naviguèrent ensemble. Puis, Fulbra découvrit, au sommet d'une crête, les falaises d'un rivage inconnu et leurs arêtes sombres, dominées par des tours pâles aux angles plus aigus encore. Il ne pouvait manœuvrer le gouvernail. La barge et la galère furent emportées vers les rochers menaçants, et Fulbra pensait qu'ils allaient s'y écraser. Mais, comme par enchantement, la tempête s'apaisa aussi brusquement qu'elle s'était levée. Le ciel s'éclaircit, laissant se déverser une lumière douce. La barge fut déposée sur un large croissant de sable ocre, entre la rive escarpée et les eaux calmes, à côté de la galère. Abasourdi, Fulbra prit appui sur la barre, tandis que ses esclaves rampaient craintivement hors de la cabine et que l'équipage apparaissait sur les ponts de l'autre navire. Le roi s'apprêtait à héler ses hommes, certains habillés comme d'humbles marins et d'autres à la manière de riches marchands, quand il entendit un concert de rires étranges, de voix aiguës et perçantes qui tombaient en cascade depuis les hauteurs, voilées d'un éclat maléfique. Levant les yeux, il vit que de nombreux individus empruntaient une sorte d'escalier ménagé dans les falaises qui entouraient la plage. Ils approchèrent et se massèrent autour des deux bateaux. Coiffés d'extravagants turbans rouges sang, ils étaient vêtus de tuniques ajustées, d'un noir vulturin. La peau de leur visage et de leurs mains était jaune comme le safran. Leurs petits yeux bridés formaient deux traits obliques sous des paupières dépourvues de cils. Et la courbe de leurs lèvres fines, figées en un éternel sourire, rappelait celle d'un cimeterre. Ils portaient des armes sinistres, aux formes cruelles et malignes, épées à dents de scie et lances à double pointe. Certains d'entre eux
s'inclinèrent humblement devant Fulbra et le saluèrent avec obséquiosité, sans cesser de braquer sur lui un regard insondable qui ne sciait pas. Leur langage n'était pas moins étrange que leur allure, remplie de sons tranchants et sifflants que ni le roi ni ses esclaves ne purent déchiffrer. Mais Fulbra s'adressa à eux, courtois, dans la langue douce et lente du Yoros, s'enquérant du nom de cette terre où la tempête les avait portés. Quelques-uns semblèrent le comprendre. Lorsqu'il posa sa question, une lueur apparut dans leurs yeux fendus. Et l'un des hommes lui répondit maladroitement dans la langue du Yoros qu'il se trouvait sur Ukastrog. Puis, avec un sourire narquois, il ajouta que tous les naufragés et visiteurs seraient chaleureusement accueillis par Ildrak, le roi de l'île. Et coucou Longost. J'ai la voix extrêmement enrouée, j'espère que ça vous perturbe pas plus que ça. À ces mots, le cœur de Fulbra chavira. Il avait entendu par le passé de nombreux récits au sujet du Castrog. Et il n'était pas de nature à rassurer un voyageur échoué. L'île, qui s'étendait loin à l'est de Sintrom, était connue de tous sous le nom d'île des tortionnaires. On racontait que ceux qui y accostaient sans le savoir ou y étaient portés par les flots se faisaient capturer par ses habitants pour être soumis sans fin à d'étranges supplices, dont ces êtres cruels se délectaient. Aucun homme, affirmait la rumeur, ne s'était jamais évadé du Castrog. Mais beaucoup avaient croupi des années durant dans ces oubliettes et ces salles de tortures infernales, maintenues en vie pour le plaisir du roi Ildrak et de ses sujets. Les tortionnaires étaient également considérés comme de grands magiciens, dont les enchantements pouvaient déclencher des tempêtes, capables de détourner les vaisseaux de leur route maritime pour les attirer sur les côtes du Castrog.
Voyant que les insulaires à la peau bistre encerclaient la barge et qu'il n'avait aucune échappatoire, Fulbra demanda à être conduit sans attendre devant le roi Yldrac. Il lui apprendrait son nom et son rang. Il lui semblait naïvement qu'un roi, bien que supposé cruel, n'en torturerait pas un autre, ni ne l'emprisonnerait. Et puis, les récits des voyageurs avaient peut-être exagéré les coutumes de l'île. Cerné par une partie de la foule, Fulbra et ses esclaves furent menés vers le palais d'Yldrac, au pied duquel s'amassaient les maisons de ses sujets et dont les hautes tours pointues dominaient les falaises qui surplombaient la plage. Tandis qu'il gravissait les marches taillées dans la pierre, Fulbra entendit un tollé en contrebas, suivi de bruits d'acier entrechoqués. Baissant les yeux, il vit que les membres d'équipage de la galère échouée avaient dégainé leurs épées et combattaient les insulaires. Cependant, de loin inférieurs en nombre, les marins furent rapidement submergés par les tortionnaires et faits prisonniers. Alors, le cœur de Fulbra sombra douloureusement dans sa poitrine, et il conçut une méfiance croissante à l'encontre de ce peuple. Il se retrouva bientôt en présence du roi, qui trônait sur un imposant siège de cuivre dans une vaste salle du palais. Yldrac avait une demi-tête de plus que tous ses sujets. Son visage maléfique semblait tout droit sorti d'une forge, masque gravé dans un métal pâle et doré. Et il portait des vêtements de cérémonie dont la teinte, étrangement violacée, tirait sur le rouge vif du sang fraîchement versé. Autour de lui, de nombreux gardes veillaient, équipés d'armes redoutables en forme de faux. Des courtisanes en jupe vermillon et brassière de lapis-lazuli allaient et venaient, l'air maussade, entre les immenses colonnes de basalte. La salle contenait nombre de dispositifs pour le moins impressionnants, faits de bois, de pierre et de métal. Lourdes chaînes, couches dentées d'acier, cordes et poulies en peau de poisson. Fulbra n'avait jamais rien vu de semblable. Le jeune roi du Yoros s'avança, fier et déterminé, puis s'adressa à Yldrac, qui, toujours assis, immobile, le suivit d'un regard neutre.
sans cligner des yeux. Fulbra se présenta, lui expliqua quelle calamité l'avait forcé à fuir le Yoros, et mentionna également son ardent désir de rejoindre Sintrom. Attention, Sergent Dak nous annonce un passage potentiellement violent, je dirais. Nous allons voir. Trigger warning 100. La route est longue jusqu'à Sintrom, répondit Ildrak avec un léger sourire. En outre, il n'est pas dans notre habitude de laisser des invités repartir sans avoir pleinement goûté à notre hospitalité. De ce fait, roi Fulbra, il vous faudra prendre patience. Nous avons tant à vous montrer ici, tant de distractions à vous offrir. Mes chambellans vont maintenant vous conduire à une suite convenant à votre rang. Mais je dois tout d'abord vous demander de bien vouloir me confier cette épée dont on sait le tranchant. Je ne souffrirai pas que, de leurs propres mains, mes hôtes se blessent. L'un des gardes se saisit de l'arme de Fulbra, ainsi que de sa petite dague sertie de rubis. Alors, l'encerclant de leur faux, plusieurs soldats le conduisirent hors de la pièce, puis le long de multiples couloirs et escaliers creusés dans le roc, sous le palais. Il ne savait pas si ces 3 esclaves avaient été emmenés avec lui et ignorait le sort que l'on avait réservé aux prisonniers de la galère. La lumière du jour céda rapidement place à des salles caverneuses, éclairées par des flammes couleur de soufre qui brûlaient dans des torches de cuivre. Partout, autour de lui, dans des pièces dérobées, résonnaient des gémissements lugubres et des cris hystériques qui venaient frapper et mourir contre les portes adamantines. Dans l'une de ces salles, Fulbra et son escorte croisèrent une jeune fille, plus jolie et moins maussade que les autres. Quand il passa près d'elle, le roi eut l'impression qu'elle lui souriait avec compassion et lui murmurait dans la langue du Yoros: « Prends courage, roi Fulbra, car personne ne t'aidera. » Ces paroles ne provoquèrent aucune réaction chez les gardes, qui ne parlaient que le dialecte âpre et chuintant du Castrog. Après avoir descendu de nombreuses marches, ils atteignirent une imposante porte de bronze. L'un des soldats l'ouvrit. Fulbra fut sommé d'entrer dans un fracas métallique funeste
le battant, se referma derrière lui. Sur 3 des côtés de la pièce où l'on venait de le jeter, s'élevaient des murs faits de la pierre noire de l'île, tandis que le 4e était constitué de verre, épais et incassable. De l'autre côté, éclairé par des braseros suspendus, miroitaient les reflets bleu-vert des profondeurs où évoluaient d'énormes pieuvres, dont les tentacules ondulaient contre la paroi. Les anneaux dorés et fabuleux de gigantesques reptiles marins s'enroulaient dans la pénombre, et des cadavres humains flottaient entre 2 eaux, le fixant de leurs yeux aux paupières arrachées. Une couche était ménagée dans un coin de la cellule, près du mur de verre. De l'eau et de la nourriture avaient été disposés dans des plats en bois. Épuisé, désespéré, le roi s'allongea sans toucher à son repas, tandis que les morts et les monstres aquatiques lui lançaient des regards haineux à la lueur des lampes à huile. Fulbra, les yeux fermés, le front plissé, s'efforça d'oublier sa peine et le sort cruel qui l'attendait. Parmi les brumes de la terreur et du chagrin, il crut apercevoir la jeune fille qui, seule, sur l'île, lui avait souri et s'était adressée à lui gentiment. Son visage lui apparut de manière sporadique, le hantant subtilement, tel un doux enchantement. Fulbra retrouva, pour la première fois depuis longtemps, le souvenir ténu de sa jeunesse perdue, ainsi qu'une frêle envie de vivre. Au bout d'un moment, il s'endormit, et le visage bienveillant continua à émailler ses rêves. Lorsqu'il se réveilla, les flammes des braseros au-dessus de lui n'avaient pas faibli. De l'autre côté de la vitre, la mer était toujours remplie de monstres variés. Mais parmi les cadavres flottaient désormais les corps écorchés vifs de ces esclaves qui, après avoir été torturés par les habitants de l'île, avaient été jetés à dessein dans une grotte sous-marine, jouxtant sa cellule. Ce spectacle l'emplit d'une horreur renouvelée. Cependant, alors qu'il contemplait le visage des noyés, la porte de bronze s'ouvrit à la volée avec un grincement lugubre, et ses gardes entrèrent dans la pièce.
constatant qu'il n'avait pas touché à son repas, ils le forcèrent à manger et à boire un peu, le menaçant de leurs larges lames recourbées, jusqu'à ce qu'il fût exécuté. Ils le conduisirent ensuite hors des oubliettes, pour le présenter au roi Yldrac, dans la grande salle de torture. À la lumière dorée qui filtrait à travers les fenêtres du palais, aux longues ombres portées des colonnes et des sinistres instruments, Fulbra comprit que le jour se levait à peine. La pièce était remplie de tortionnaires, hommes et femmes. Nombre d'entre eux paraissaient n'être que de simples spectateurs, tandis que les autres s'adonnaient à d'inquiétants préparatifs. Fulbra remarqua qu'une grande statue de cuivre, dont les traits cruels et démoniaques évoquaient un dieu des enfers, se trouvait maintenant à la droite d'Yldrac, toujours perché sur son trône. Les gardes poussèrent Fulbra en avant. Le souverain du Castrog le salua rapidement. Le sourire matois qui avait précédé ses paroles continua de flotter dans le silence qui leur succéda. Quand Yldrac eut parlé, la statue l'imita, s'adressant au roi prisonnier dans la langue du Yoros, d'une voix stridente et métallique, pour lui détailler par le menu les diverses tortures auxquelles il serait soumis ce jour-là. Quand le colosse de cuivre eut terminé, un murmure étouffé parvint aux oreilles de Fulbra, qui découvrit à ses côtés la belle jeune fille croisée la veille dans les couloirs souterrains. Sans que les tortionnaires parussent s'en émouvoir, elle lui souffla : « Sois courageux et endure bravement tout ce que l'on t'inflige. J'espère pouvoir obtenir ta libération avant demain. » Son assurance réconforta Fulbra, et il lui sembla qu'il fût plus doux encore de la contempler à présent. Il songea qu'elle le regardait avec tendresse, et cette pensée ressuscita curieusement en lui le double désir d'aimer et de vivre, lui donnant la force d'affronter les tortures d'Yldrac. Ce que Fulbra subit pour le plaisir pervers du roi et de son peuple ne peut être raconté en détail. Les habitants du Castrog avaient conçu d'innombrables sévices, étranges et raffinés, qui concouraient au martyre des 5 sens. Ils pouvaient tourmenter jusqu'à l'esprit de leur victime, le conduisant par-delà la folie, lui arrachant ses souvenirs les plus précieux pour y substituer d'indicibles abjections. Ce jour-là, cependant, les insulaires ne poussèrent pas la torture à ses confins,
Mais ils n'épargnèrent pas les oreilles de Fulbra, dévastées par une cacophonie sonore. Des flûtes stridentes à glacer le sang lui vrillaient le cœur. Des percussions basses meurtrissaient ses tissus. Et des tambours clairs lui taraudaient les os. Puis, ils l'obligèrent à respirer les émanations de Brazeros, où se consumait un mélange de bile de dragon séché, d'adipocire de cannibale et de bois nauséabond. Quand le feu mourut, ils le ranimèrent grâce à de l'huile de chauve-souris vampire. Cédant à la puanteur, Fulbra perdit connaissance. Plus tard, ils lui arrachèrent ses atours royaux et nouèrent en spirale sur son torse une cordelette de soie, trempée dans un acide qui ne dissolvait que la chair humaine. Le liquide rongea sa peau avant de la dévorer, provoquant d'infinis tourments. Les tortionnaires retirèrent la cordelette avant qu'il n'eût succombé et amenèrent des créatures longues comme le bras, dont la forme ophidienne était revêtue de poils bruns, semblables à ceux des chenilles. Elles s'entourèrent alors autour des membres de Fulbra, qui se débattit furieusement, porté par son dégoût, sans parvenir à les décrocher. Les crins, couvrant les anneaux serrés, se mirent à le transpercer comme un million d'aiguilles, jusqu'à ce qu'il hurla de douleur. Et quand le souffle lui manqua, et qu'il ne peut plus crier, quelques notes de flûte langoureuse, dont les insulaires avaient le secret, incitèrent les serpents velus à relâcher leur prise. Ils se laissèrent tomber sur le sol avant de s'éloigner de lui. Mais leur marque rouge, crénelée, resta imprimée sur ses bras et ses jambes, tandis que sur son torse brûlait la trace à vif de la cordelette. Et bonne nuit, Loutrinator. Merci d'avoir été là. Et n'hésite pas à regarder la rediff demain. Ou juste après d'ailleurs. Bah non, demain je suis con. Si tu vas dormir. Demain. Le roi Hildrac et son peuple observaient ce spectacle avec une effroyable délectation. Ces sévices leur procuraient du plaisir et apaisaient quelque peu une pulsion profonde, impossible à réprimer. Cependant, voyant que Fulbra ne pourrait en supporter davantage, et désireux de le soumettre à leur volonté,
Pendant plusieurs jours encore, ils le ramenèrent à sa cellule. Traumatisé par les abominations qu'il venait de subir, tremblant de fièvre et de douleur, Fulbra avait cessé d'implorer la délivrance de la mort et n'attendait plus que l'arrivée de la jeune fille qui lui avait promis la liberté. Les heures s'écoulèrent lentement, dans une expectative proche du délire. Les braseros, dont les flammes étaient devenues écarlates, voilaient ses yeux de rouge. De l'autre côté de la paroi de verre, les cadavres et les monstres marins semblaient nager dans le sang. La fille ne vint pas. Et gagné par le désespoir, Fulbra entendit enfin la porte s'ouvrir doucement, sans le grincement sec qui avait annoncé l'entrée de ses gardes. Il se retourna pour voir la jeune fille se glisser rapidement jusqu'à sa couche, un doigt levé pour lui intimer le silence. Elle lui apprit en chuchotant que son plan avait échoué. Mais la nuit suivante, certainement, elle parviendrait à droguer ses geôliers et à se procurer les clés des portes extérieures. Fulbra pourrait s'échapper du palais pour rejoindre une crique secrète où l'attendrait un bateau pourvu d'eau et de vivres. Elle le supplia de supporter un jour de plus les tourments d'Ilrak, et il n'eut d'autre choix que d'accepter. La jeune fille caressa son front enfiévré, enduisit ses membres endoloris d'un baume apaisant. Fulbra pensa qu'elle l'aimait, trouva que ses yeux brillaient d'une compassion plus intense que la simple pitié. Il la crut donc, lui fit confiance, se prépara aux horreurs du lendemain. D'après ses dires, elle s'appelait Ilva. Sa mère, venue du Yoros, avait épousé l'un des tortionnaires de l'île, préférant choisir cette répugnante union plutôt que d'affronter les couteaux à écorcher d'Ildrak. Bonsoir Orgix. Malheureusement ça finit je pense dans 20 minutes max l'histoire. Mais ça fait plaisir de passer. La bonne vie, bien évidemment. La jeune fille repartit trop vite, de peur d'être découverte, et referma doucement la porte. Au bout d'un moment, le roi s'endormit, mais Ilva lui rendit visite parmi les horreurs délirantes de ses cauchemars. Les dents à supporter
ces enfers terrifiants. Et bonsoir Amrit. J'espère que tu vas bien. N'hésite pas à checker le résumé en haut à droite. Enfin en haut du chat quoi. À l'aube, les gardes revinrent, armés de leurs lances crochues, et le menèrent de nouveau devant Hildrach. Et encore une fois, la démoniaque statue de bronze déclama d'une voix stridente la liste des supplices qu'il allait endurer. Fulbra remarqua que cette fois, d'autres prisonniers, dont les marchands et l'équipage de la galère, attendaient dans la vaste pièce les exactions des tortionnaires. Une fois de plus, mêlé à la foule des spectateurs, Ylva s'approcha de lui sans que les soldats intervinssent pour lui murmurer des paroles réconfortantes. Et Fulbra reprit courage face aux énormités annoncées par l'oracle métallique. Assurément, un cœur hardi et plein d'allant était indispensable pour supporter les sévices de la journée. Oui, j'avais perdu ma page. Entre autres choses, qu'il vaut mieux passer sous silence, les tortionnaires le placèrent devant un étrange miroir ensorcelé, où se reflétait l'image de son propre cadavre. Les traits rigides pourrissaient sous ses yeux, se marbrant de taches vertes et bleuâtres. La chair se flétrissait, se décrochait des os saillants, laissant apparaître les ravages des vers. Tout en entendant, partout dans la pièce, les gémissements de douleur et les cris déchirants de ses compagnons de captivité, il vit dans le miroir d'autres visages, exsangues et boursouflés, sans paupières, écorchés, qui semblaient s'approcher de lui dans son dos et se masser autour de sa tête. Leurs cheveux, pleins d'algues, ruisselaient comme ceux des morts repêchés en mer. Alors, sentant un contact froid et humide, il se retourna et se rendit compte que les visages, bien réels, étaient le reflet de véritables noyés. Tirés de l'océan par un maléfique enchantement, entrés dans la salle royale comme s'ils étaient en vie, il regardait à présent par-dessus son épaule.
Parmi eux vinrent à lui ses propres esclaves, dont les créatures aquatiques avaient rongé la chair jusqu'à l'os, et dont les yeux torves ne contemplaient plus que le néant. Sous le contrôle magique d'Ildrak, leurs cadavres réanimés s'attaquèrent à Fulbra, griffant son visage et ses vêtements de leurs doigts à moitié dévorés. Le roi prisonnier, malgré la répugnance qui le faisait chanceler, lutta contre les morts, aussi sourds à la voix de leur maître que les roues et râteliers de la salle de torture. Soudain, les noyés s'éloignèrent. Les tortionnaires déshabillèrent Fulbra et l'étendirent les bras en croix sur le sol du palais, des fers passés à ses genoux et à ses poignets, à ses coudes et à ses chevilles, et qui le maintenaient plaqué contre les dalles de pierre. Puis, ils amenèrent le cadavre déterré d'une femme, presque entièrement mangée par les asticots qui grouillaient, innombrables, sur les os nus et les lambeaux de pourriture sombre, qu'ils disposèrent sur la main droite de Fulbra. Ils firent également porter la charogne d'une chèvre noire, à peine touchée par la décomposition, et la placèrent sur sa main gauche. Alors, sur le corps de Fulbra, les vers affamés formèrent une longue vague ondulante. De multiples tortures, tous aussi atroces et ingénieuses, succédèrent à celle-ci, au grand ravissement du roi Ildrak et de son peuple. Fulbra endura vaillamment ses supplices, soutenu par la pensée d'Ylva. Néanmoins, la nuit qui suivit, il l'attendit en vain dans sa cellule. Les braseros brûlaient d'un sang rouge, plus vif encore. De nouveaux cadavres flottaient avec les écorchés dans la caverne sous-marine. D'étranges serpents à deux corps, sortis des abysses, se tordaient sans cesse. Et leurs têtes cornues semblaient enfler démesurément contre la paroi cristalline. Cependant, Ylva ne vint pas le délivrer, comme elle l'avait promis. Le désespoir raffermit son emprise sur le cœur de Fulbra, et la terreur l'envahit, l'enserrant de ses griffes imprégnées de venin. Malgré tout, il refusait de douter d'Ylva, se persuadait qu'elle avait été retardée ou empêchée par une circonstance imprévue. À l'aube du 3e jour, il fut une nouvelle fois conduit devant Ildrak. La statue de bronze, détaillant les sévices du jour, lui annonça qu'il serait attaché à une roue de diamant
Couché sur la roue, il devrait boire un vin additionné de stupéfiants qui lui retirerait pour toujours ses souvenirs royaux et ferait vivre à son âme nue un long pèlerinage, lui ferait traverser des enfers redoutables et monstrueux avant de la ramener à la salle de torture et à son corps meurtri. Alors, avec des ricanements obscènes, des femmes s'avancèrent et l'attachèrent à la roue grâce à des boyaux de dragon tressés. Quand elles eurent terminé, Ylva, dont le sourire franc rayonnait d'une jubilation cruelle, se présenta devant Fulbra et se plaça à ses côtés, une coupe de vin drogué à la main. Elle moqua sa sottise et sa naïveté, lui qui avait cru en ses promesses. Les autres femmes les tortionnèrent, et même Yldrac éclatèrent d'un rire mauvais, félicitant Ylva pour la perfidie dont elle avait fait preuve. Un désespoir, plus sombre encore, envahit le cœur de Fulbra. L'amour, fragile et bref, qui avait éclos sur ce champ de peine et de souffrance s'évanouit, ne laissant que des cendres imbibées de fiel. Pourtant, il contempla Ylva d'un regard triste, sans lui faire aucun reproche. Il n'avait plus envie de vivre. Ne désirant plus qu'une mort rapide, il se souvint de la bague ensorcelée de Vemdise et de ce qui, d'après le sorcier, se produirait s'il retirait l'anneau. Il le portait toujours, les tortionnaires l'ayant jugé sans valeur. Mais, les mains étroitement entravées, il ne pouvait l'ôter. Alors, sachant pertinemment que les insulaires ne lui prendraient pas la bague s'il la leur offrait, il feignit une crise de démence et hurla, affolé. Volez mes souvenirs si vous le désirez, avec votre maudit vin. Faites-moi traverser 1000 enfers avant de me ramener à Ukastrog. Mais laissez-moi la bague que je porte au majeur. Elle m'est plus précieuse que bien des royaumes ou que les seins pâles de l'amour. À ces mots, le roi Yldrac se leva de son trône de cuivre, demanda à Ylva de différer l'administration du vin, puis s'avança pour examiner avec curiosité l'anneau à l'éclat sombre, serti de sa gemme sans reflet. Pendant ce temps, Fulbra poussait des hurlements hystériques, comme s'il craignait qu'on la lui retirât. Alors, Yldrac, considérant qu'il pouvait ainsi augmenter un peu la souffrance de son prisonnier, fit
fit exactement ce que Fulbra avait prévu. La bague glissa facilement sur son doigt décharné. Et Hildrach, désireux d'humilier son captif, l'enfila sur son propre majeur. Et, tandis que le roi du Castrog l'observait, son sourire, encore plus profondément gravé sur le masque doré de son visage, s'abattit sur Fulbra, la chose terrible qu'il appelait de ses vœux. La mort argentée, restée si longuement endormie grâce à la magie de l'anneau, se manifesta alors qu'il pendait là, accroché à la roue adamantine. Ses membres se contractèrent, se raidirent. Mais cette fois, ce n'était pas sous le coup de la douleur. Son visage se mit à briller. Puis il mourut. Sur Ylva, et les nombreux tortionnaires massés autour de lui, perplexes, s'étendit aussitôt le souffle glacé de la mort argentée. Ils s'écroulèrent à l'endroit même où ils se tenaient. L'aura de la maladie flotta sur la main et la tête des hommes, luisit sur les parties dénudées des corps. L'épidémie gagna l'immense salle des tortures, délivrant les captifs du roi Hildrach de leurs tourments. Et les insulaires furent à leur tour affranchis de ce désir lancinant qu'ils ne pouvaient assouvir qu'à travers la souffrance des autres. Dans tout le palais et sur toute l'île du Castrog, la mort se répandit, imperceptible, impalpable, uniquement visible sur les dépouilles de ceux qu'elle avait effleurés. Hildrach, grâce à l'anneau de Vemdise, était cependant immunisé. Sans parvenir à s'expliquer ce sursis, il contempla avec consternation le destin tragique de ses sujets et observa la libération de ses prisonniers. Alors, craignant d'être la cible de quelque sortilège, il se rua hors de la pièce. Sur une terrasse du palais, debout dans l'aube naissante, il retira la bague, sans nul doute à l'origine de cette magie mystérieuse et hostile, avant de la jeter dans les nuées d'écume en contrebas. Ce fut ainsi qu'après tous les autres, Hildrach fut frappé à son tour par la mort argentée, là où il se trouvait, dans sa robe violette au reflet de sang, ses traits brillants d'un éclat pâle sous le ciel d'un ciel sans nuages, sous le soleil d'un ciel sans nuages. L'île du Castrog tomba dans l'oubli et les tortionnaires
rejoignirent enfin les torturés. Et c'est une fin d'histoire.